Pour beaucoup, Bruce Lee et le nunchaku sont indissociables. C'est l'extension même de son esprit combatif. Pourtant, leur histoire a commencé par un rejet total, une incompréhension qui allait donner naissance à une légende mondiale. En 1964, Bruce Lee ne voyait aucun intérêt dans cet objet. Il qualifiait cette arme de morceau de camelote sans valeur. Pour lui, l'efficacité primait surtout, et il jugeait le nunchaku trop complexe, trop risqué et inefficace pour la réalité brutale de la survie en rue. C'est son ami proche et partenaire d'entraînement, Dan Inosanto, qui va forcer le destin. Expert en arts martiaux philippins et japonais, Inosanto voit ce que Bruce ignore encore. Il va patiemment lui montrer le potentiel de vitesse, de force centrifuge et d'imprévisibilité de l'arme. La transformation est foudroyante. Selon Inosanto, Bruce passe du scepticisme à une maîtrise absolue en seulement 3 mois. Il s'entraîne sans relâche, intégrant l'arme à son Jeet Kune Do naissant, jusqu'à pouvoir manipuler les bâtons avec une fluidité organique. Mais d'où vient réellement cet objet mystérieux? Pour comprendre le nunchaku de Bruce Lee, il faut remonter aux racines mêmes du combat populaire. Ces racines ne sont pas dans les palais des samouraïs, mais dans la sueur du travail de la terre. À l'origine, à Okinawa, le nunchaku était un outil agricole banal. On l'utilisait comme fléau pour battre le riz ou le soja, ou encore comme mors pour guider les chevaux. C'était un objet du quotidien, invisible aux yeux des autorités. Sous l'occupation du clan Satsuma, les armes conventionnelles étaient strictement interdites aux paysans. C'est dans cette oppression que le génie martial populaire s'est révélé, transformer les outils quotidiens en instruments de défense redoutables et discrets. Comprenons la physique de l'outil. 2 bâtons, les jukonbu, reliés par une chaîne ou une corde. Sa force n'est pas dans le poids, mais dans la vitesse de rotation. L'extrémité du bâton peut atteindre des vitesses terrifiantes, démultipliant l'impact. Le nunchaku ne voyageait pas seul. Il faisait partie du kobudo d'Okinawa, un système complet où chaque outil agraire devenait une extension du corps pour contrer l'oppression armée. Si le chêne rouge ou blanc est le matériau traditionnel pour sa densité et sa résistance, Bruce Lee a innové en utilisant des versions plus légères ou même creuses pour ses films, privilégiant la vitesse visuelle et la sécurité de ses partenaires. En 1972, avec La Fureur de vaincre, Bruce Lee déclenche une onde de choc mondial. Le public découvre pour la première fois l'usage dévastateur du nunchaku au cinéma. Son personnage, Chen Zhen, va devenir l'icône de toute une génération. La scène mythique du dojo japonais reste gravée dans les mémoires. Bruce Lee y affronte des dizaines d'adversaires armés de sabres. Sa précision est chirurgicale, sa vitesse telle qu'il semble créer un bouclier d'acier autour de lui. C'est ici que naît le mouvement Bruce Lee. Il perfectionne la technique du strike and tuck. Il ne se contente pas de frapper. Il contrôle l'arme à chaque instant, la bloquant sous l'aisselle ou derrière l'épaule, pour être prêt à repartir dans n'importe quelle direction en une fraction de seconde. Dans La Fureur du dragon, Bruce Lee, également réalisateur, veut aller plus loin. Dans les coulisses du Colisée, il offre une démonstration technique pure, utilisant cette fois 2 nunchakus en même temps. Un défi de coordination quasi surhumain. Manier 2 paires demande une synchronisation parfaite des hémisphères cérébraux. Pour Bruce, ce n'était pas de l'esbrouf, mais la preuve que l'esprit peut diriger le corps avec une précision totale, même dans le chaos le plus extrême. Puis vient Opération Dragon. Dans la scène de la prison souterraine, l'usage du nunchaku devient plus brutal, plus direct. Il l'utilise pour crocheter, étrangler ou briser, prouvant que l'arme est aussi polyvalente qu'une main nue. Le nunchaku devient l'illustration parfaite des principes du Jeet Kune Do, être comme l'eau. L'arme s'adapte à la distance, contourne les gardes adverses et frappe là où on ne l'attend pas. C'est la victoire de la fluidité sur la rigidité. Mais le testament martial de Bruce Lee reste le jeu de la mort. Dans ce projet inachevé, il conçoit une tour symbolique où chaque étage représente un style martial. Au sommet, il doit prouver que sa philosophie est la plus complète. Au 3e étage, la salle du tigre. Il y affronte le gardien interprété par Dan Inosanto. C'est un moment historique. Le maître et l'élève se font face, chacun armé de ses bâtons.
un duel qui transcende le simple combat chorégraphié. Le combat est une leçon de rythme. Bruce explique qu'il ne faut pas se laisser emprisonner par des formes fixes. Innocento utilise un bâton plus long et flexible, mais Bruce répond par l'adaptabilité. C'est ici qu'on voit la vraie intelligence martiale à l'œuvre. Notez la différence. Innocento manie un tabak toyok, une version philippine avec des bâtons plus courts et une chaîne plus longue, adaptée à des techniques de saisie. Bruce, lui, reste sur la version classique, mais avec une vitesse de percussion supérieure. Bruce Lee préférait souvent la chaîne pour sa fluidité sonore et sa résistance, bien que la corde offre un contrôle plus silencieux et traditionnel. C'était un choix de design autant que de fonctionnalité martiale. Bruce Lee triomphe grâce au concept de rythme brisé. Il change constamment de tempo, alternant entre des phases de calme absolu et des explosions de violence cinétique, rendant toute défense impossible pour son adversaire. L'une de ses signatures techniques était la redirection à la taille. Au lieu d'arrêter le mouvement, il laissait le bâton rebondir sur sa propre hanche pour changer d'angle instantanément, transformant son corps en un moteur de force ininterrompu. Il a également théorisé le motif du triangle. En faisant circuler l'arme autour de son tronc et de ses épaules, il créait une zone d'exclusion. Pour un adversaire, s'approcher de Bruce Lee alors qu'il activait ce triangle équivalait à se jeter dans une hélice en mouvement. L'impact fut tel que le nunchaku est devenu l'accessoire indispensable de toute une jeunesse. Mais cette fascination a eu un revers sombre. Des milliers de personnes ont tenté d'imiter Bruce, entraînant de nombreux accidents et une panique morale chez les autorités. Le nunchaku n'était que la pointe de l'iceberg. Dans les années 70, une véritable kung-fu mania a saisi l'Occident, transformant chaque club de quartier en un temple du Jeet Kune Do, avec Bruce Lee comme prophète. Dès le milieu des années 70, une vague d'interdictions légales a balayé le monde. De New York à la Californie, en passant par l'Europe, le nunchaku a été classé comme une arme de catégorie prohibée, au même titre que les armes à feu dans certaines régions. La censure a duré des décennies. Au Royaume-Uni, par exemple, les nunchakus étaient systématiquement coupés des films. Même les Tortues Ninja ont vu Michelangelo troquer ses bâtons pour un grappin afin de ne pas corrompre la jeunesse. Une trace indélébile de l'influence de Bruce. Pourtant, malgré les lois, la science du nunchaku de Bruce Lee n'est jamais morte. Elle est enseignée aujourd'hui dans les meilleures écoles de Jeet Kune Do comme une étude de la fluidité, de l'économie de mouvement et de la maîtrise de l'espace. De la saga Tekken avec Marshall Law au blockbuster hollywoodien moderne, chaque fois qu'un personnage manie des nunchakus avec cette grâce féline, c'est à Bruce Lee qu'il rend hommage. Son style est devenu le standard universel de l'excellence martiale. Pour maîtriser l'impact, Bruce développait une force de préhension phénoménale. Ses avant-bras étaient sculptés par des heures d'exercices isométriques, essentiels pour stopper net l'énergie cinétique du nunchaku sans se blesser. Au-delà de l'objet, c'est la leçon de vie qui reste. Videz votre esprit, soyez sans forme, comme l'eau. Le nunchaku n'était pour lui qu'un moyen supplémentaire de démontrer que l'homme libre n'est limité par aucun outil, aucune règle. Plus de 50 ans après sa disparition, la silhouette de Bruce Lee maniant ses bâtons reste l'image la plus puissante de l'art martial. Un homme qui a transformé un simple outil de bois en une légende éternelle qui continue de nous inspirer. Les nunchakus personnels de Bruce Lee sont aujourd'hui des reliques inestimables. Lors de ventes aux enchères prestigieuses, ces simples bâtons de bois ont atteint des prix dépassant les 100 000 $, témoins de l'aura presque divine de leurs propriétaires. Des manuels d'instruction au schéma détaillé, Bruce Lee a laissé un héritage écrit précis. Il a décomposé chaque angle, chaque pivot, transformant une pratique instinctive en une science rigoureuse de la dynamique des fluides. Même au-delà des arts martiaux, dans la danse, le jonglage et le fitness, les principes de manipulation du nunchaku hérités de Bruce Lee continuent de repousser les limites de la dextérité humaine.